Mesdames et messieurs, merci de nous suivre face à face. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de l'actualité. Mais la grande question et l'accent sera posé sur la vision du président de la République sur l'actualité. Le regard du président sur l'actualité, on en parle avec Félix Kabala qui aujourd'hui est la bouche, on va dire, du président en cette circonstance. On va discuter de ça avec lui et il répondra. On va dire, on pose la question, il nous dit la vision du président sur une affaire parce qu'il en est la bouche autorisée en ce moment. Félix Kabala, comment allez-vous? Je me porte bien, M. Christian Bossembe. C'est un plaisir de te retrouver une fois de plus. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu, je crois. Vous savez, il y a plein d'activités pour lesquelles, de fois, l'agenda doit être un peu réorganisé. Mais bon, c'est qui est rare et cher. Ouais, on n'a pas eu le temps non plus de programmer tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on est là quand même, ce qui est important. La dernière fois que vous avez rencontré le président, c'était quand? Hier. Donc, vous avez certainement parlé de l'actualité, parce que vous faites la lecture de l'information, des informations sur la presse écrite au président de la République. Un peu comme, on va dire, une sorte de revue de presse. Effectivement, oui. Quand on rencontre le président de la République, c'est un échange d'informations entre la collaboration que vous avez avec lui et avoir les éléments de langage appropriés venant de lui. Et certains autres éléments, s'ils sont à communiquer, on le communique. Certains autres, pour juste de raisons de connaissance générale sur une certaine situation et pour une certaine sagesse, on ne le communique pas. Est-ce qu'il est au courant de la souffrance du peuple congolais aujourd'hui? Le président de la République est très préoccupé par la situation que traverse le peuple congolais en ce moment. Pour preuve, si vous aviez lu le compte-rendu du gouvernement passé, il a même demandé particulièrement à Madame la ministre chargée de l'économie nationale de pouvoir travailler là-dessus et lui présenter un rapport circonstancié sur la situation de prix, la hausse de prix des denrées de première nécessité dans la vie quotidienne de Congolaises et Congolaises. Est-ce que, pour en faire quoi après? C'est pour en donner une certaine stabilité, pour permettre à ce que le pouvoir d'achat du Congolais puisse être apaisé et que le panier de la ménagère puisse avoir plus de produits que moins de produits. Parce qu'avec l'inflation, voudrait dire, lorsqu'on achète plus cher, on achète moins d'articles et on nourrit moins sa famille et ça peut poser de problèmes dans les jours à venir. Est-ce que vous savez que ce sont des choses qui se prennent, qui ne se décident pas au niveau simplement politique? Il faut inclure beaucoup d'autres secteurs, beaucoup d'intelligence. Ce n'est pas que politique. Je suis persuadé. Le président de la République a une certaine sagesse. Vous savez, lorsque vous collaborez avec un homme qui a atteint ces niveaux-là, il faut comprendre... Quel niveau? Le niveau du président de la République? Le président de la République, qui a atteint le niveau de chef de l'État. Donc c'est quelqu'un qu'il faut des fois lire à travers tous ses gestuels. Lorsqu'un président parle, c'est un message. Lorsqu'il ne parle pas, c'est un message. Lorsque le président te regarde, c'est un message. Donc il faut arriver à déchiffrer tout cela et d'une manière beaucoup plus sage. J'estime que derrière les pensées ou la pensée du chef, certainement quand il parle à la ministre de l'économie nationale, je cite Madame Akacia Bandoubola, que je salue en passant, certainement qu'il y aura après ça peut-être une réunion avec les opérateurs économiques, les personnes qui peuvent donner des solutions qui permettront à ce que d'une manière durable, les Congolais ne puissent pas se poser assez régulièrement ou au quotidien de questions de savoir si je peux nourrir ma famille, si je peux me nourrir moi-même, si j'aurai de l'argent pour le transport. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte parce que vous savez, l'activité principale de l'économie, elle est motivée par l'activité humaine. Et cette activité humaine est créatrice de la production de biens et services qui doit être redistribués convenablement pour permettre au secteur de la consommation, qui sont le peuple congolais, qui est le peuple congolais, qui achètent ces biens qui sont mis à leur disposition. Il faut voir avec les opérateurs économiques. Est-ce que les opérateurs économiques sont en train de tirer des ficelles
où les opérateurs économiques sont en train de travailler selon la vision du chef de l'État, répondre à l'intérêt général. Non, mais les opérateurs économiques ne travaillent pas selon la vision du président. Les opérateurs économiques travaillent sur base des lois du marché. Plus il y a la demande, ils travaillent en fonction de la demande. S'il y a plus d'offres et moins de la demande, ils travaillent en ces fonctions-là. En réalité, ça n'a rien à voir avec la volonté ou la vision du président de la République. Non, je le dis à un certain degré, parce que c'est lui qui dirige le pays aujourd'hui pour un mandat de 5 ans, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa vision vient s'agripper à la vie existante déjà de la République. Qu'est-ce qui change? Opérateur économique national ou opérateur économique expatrié vivant ici en République démocratique du Congo, ils ne vont pas vivre, ils ne vont pas faire les affaires hors la loi. La loi existe, c'est vrai, elle est là. Mais maintenant, il faut voir, est-ce que dans le rang de ces opérateurs économiques, ils travaillent réellement pour la vision à pouvoir répondre au bénéfice, au profit de l'intérêt général, qui est la vision du chef de l'État. Réellement. Est-ce que c'est aux opérateurs économiques de respecter la loi, ou c'est à la loi de se faire respecter, ou c'est aux autorités de faire respecter cette loi-là? D'abord, vous savez, ça va dans les deux sens. D'abord, en termes de changement de mentalité, si ces opérateurs économiques étaient habitués, ils avaient une certaine habitude dans le passé, pour que ces opérateurs économiques opèrent un changement, il faut que la loi frappe dur sur ce qu'ils font comme activité. Oh, la loi ne frappe pas aujourd'hui. Je comprends qu'il puisse y avoir un ralentissement au niveau de l'application de la loi dans certains secteurs, en ce qui concerne certains opérateurs économiques. Mais aujourd'hui, ces mêmes opérateurs économiques, est-ce que ce sont eux qui sont à la base de la spéculation, ou ils profitent du fait que il y a des tireurs de ficelles pour lesquels eux tirent bénéfice? Je voudrais vous amener sur un terrain beaucoup plus facile, mais pratique. Le président Félix Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il trouve le dollar à un standing, à un niveau. Tout de suite, les gens manifestent leur bonne volonté. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais le taux avait baissé. Et puis, quelques temps après, le taux a commencé à galoper. Jusqu'aujourd'hui, nous atteignons 1900 dans certains coins. Le dollar, il est échangé à 19, comme on peut le dire. La tomate qui coûtait hier 50 francs, il est à 100 francs aujourd'hui. Le pain qui coûtait hier 200, il est à 400 aujourd'hui. Je veux dire, 300, il est aujourd'hui à 400. Le pain, le petit pain en tout cas, il a été non seulement diminué, mais il est à 400. Les opérateurs économiques qui étaient hier, la majorité des étrangers, continuent à être des étrangers jusqu'à aujourd'hui, et les Congolais ne se retrouvent généralement pas. 15 mois après, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait de concret pour changer ce mode de vie-là? D'abord, premièrement, c'est vrai que quand il est arrivé, l'engouement autour de son élection en tant que président de la République, chef de l'État, a amené un brin de confiance pour les premières semaines, et on a vu que non, même au niveau de marché d'échange des devises sur terrain, qu'il y avait une certaine accalmie. Mais lorsque le bateau commençait à prendre le large, c'est-à-dire on évoluait dans le temps, jusqu'au moment où nous parlons, nous avions remarqué qu'il y a eu un bon nombre, et jusqu'à ce jour, un bon nombre d'activités qui visent à saboter l'action du chef de l'État. Mais là, je ne vais d'abord pas arriver à ce niveau-là. Je préfère d'abord faire l'analyse critique. La fin du mois d'avril, vers le 27, le dollar s'échangeait à 1700 et quelque chose. Aujourd'hui, il s'échange à 1900. Lorsque vous regardez les périodes consécutives du 27 avril au 5 mai, qui étaient à 1700 et quelques, du 5 mai au 13 à 1814, du 13 jusqu'à nos jours à 1900, vous remarquerez que par semaine, la monnaie nationale perd 10% de sa valeur. Donc 10% de la valeur que cette monnaie nationale perd, c'est notre économie qui perd. Et particulièrement, c'est le panier de la ménagère, c'est les Congolaises et Congolais qui en souffrent parce que le pouvoir d'achat devient réduit. Il y a beaucoup de solutions pour lesquelles il faut mettre en pratique. Ces solutions doivent être accompagnées par la force de la loi. Parce que si ces solutions ne sont pas accompagnées par la force de la loi, eh bien les tireurs de ficelles continueront toujours à se pavaner dans ces terrains économiques comme les faiseurs de loi sans pour autant être inquiétés.
Deuxièmement, Mais qui sont ces tireurs de ficelles? ces tireurs de ficelles, ce sont des personnes mal intentionnées. Je ne veux pas ici mener un procès d'indexation, indexer les uns et les autres. Mais à quoi sert la Mais ces NER tireurs de si- ficelles... À quoi sert la NER si vous n'arrivez pas à déloger les criminels, les tireurs de ficelles? C'est que les tireurs de ficelles sont dans les services. Parce que Je ne jugerai pas ici le pôle économique de l'Agence nationale de renseignement. C'est une agence expérimentée qui a de l'expertise et des personnes. Elle ne manque pas les compétences nécessaires, mais qui n'arrivent pas à mettre fin. nécessaires pour identifier ce qui endommage Mais le ceux-là tissu sont où? économique. Ils sont où, ceux-là? Vous savez, il y a certaines questions, certaines matières qui relèvent aussi des secrets défense lorsqu'on est en train de mener des enquêtes sur un secteur donné pour ne pas donner des alertes à ces gens à Mais ça pouvoir... fait 15 mois, Félix Kabala. Ça fait 15 mois que le prix n'a jamais baissé. Quand même, c'est quand même grave, non? Mais c'est la raison pour laquelle le président de la République s'investit personnellement, corps et âme. Sachez-le très bien que le président de la République, quand il a été élu président, il avait clairement dit, écoutez, je rêve de faire de Congolais d'actionnaires, Et des millionnaires. des millionnaires, des entrepreneurs dans ce pays. C'est dans cette perspective que le chef de l'État, lorsqu'il donne confiance en certaines personnes pour faire le travail, il attend des résultats. Alors, le jugement de ces résultats, moi, je ne peux pas m'avancer pour dire il a jugé tel comme ça, telle performance comme ça. Il n'y a que lui qui a la bonne appréciation, la sagesse de comprendre que ici, je dois frapper dur, ici, je dois corriger ou rectifier le tir. Mais est-ce que vous avez assez de courage, l'entourage du président, de rappeler au président qu'il n'a jamais été président et qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas forcément maîtriser et qu'il faut qu'il lui aussi apprenne? À Donald Trump, on l'apprend. J'ai vu plusieurs fois Obama se taire et apprendre. Mais j'ai comme l'impression que chez vous, c'est le contraire. Vous donnez à Félix Tshisekedi une intelligence surnaturelle, des capacités implosantes. Il ne peut pas apprendre de vous. C'est plutôt vous qui allez apprendre de lui. Alors, à quoi servent les conseillers si vous ne pouvez pas conseiller le président utilement et vous attendez que tout soit fait par lui? Non, vous savez, moi, je n'ai pas cette perception, je n'ai pas totalement cette vision, cette façon de voir les choses, mais vous êtes dans votre rôle de journaliste, je ne peux pas vous dire que vous avez tort. La réalité ici, c'est quoi? Le président de la République a un style différent. Il ne peut pas peut-être avoir le style de Donald Trump, il ne peut pas peut-être avoir le style d'Obama ou bien Macron, ou tant d'autres chefs d'État connus dans ce monde. Le président de la République, c'est quelqu'un qui écoute plus. Il a toujours été à l'écoute de ses collaborateurs. En ce qui me concerne, moi, quand j'entre pour échanger avec le président de la République, j'ai deux objectifs. Lui présenter les informations, lui faire la coordination de ces informations, lui donner mes analyses, et à travers mes analyses, il y a certaines analyses pour lesquelles il dit « je suis d'accord », et certaines analyses, il donne de nouvelles orientations. Ici, il faut faire ça, ça et ça. Mais il écoute beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'a pas ses oreilles pour apprendre ou il n'a pas sa tête Je n'ai prête pas pour dit apprendre. non plus le contraire, mais seulement je me dis, lorsqu'on engage des gens intelligents, ce n'est pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais c'est par contre à eux de vous dire ce que vous devez faire. Exactement. J'ai comme l'impression qu'au Congo, c'est le contraire en réalité. C'est le président qui détermine ce que vous devez faire et vous, au lieu de lui dire ce que lui doit faire, parce que s'il vous a engagé, c'est pour que vous puissiez lui dire exactement ce qui est et non ce qu'il veut Le entendre. président n'a cessé de répéter plusieurs fois, disant à ses collaborateurs, disant à ceux qui travaillent avec lui, ne faites pas de moi un dictateur. Mais il a rappelé plusieurs fois, mais vous continuez à faire de lui un dictateur, vous continuez à savez, faire de lui un roi soleil. Vous risquez de créer une autre autorité morale. Non, je ne veux pas faire un procès d'intention aux collaborateurs du chef de l'État, parce que moi-même, je serais en train de tirer une balle dans le pied. Ces collaborateurs du chef de l'État ont des compétences variées et diversifiées. Il y a de ceux, quand ils entrent chez le président, ils lui disent des choses d'une manière authentique et d'une manière beaucoup plus crue, bien entendu, avec le respect qu'ils doivent au chef de l'État. En ce qui me concerne, moi j'entre, je ne crée pas, je n'invente pas d'histoire. J'entre avec la réalité. Mais vous faites la censure des informations. Au président de la République, je ne suis pas... Est-ce que vous lui montrez les infos qui parlent mal de lui? Je ne suis pas de ce genre. Lorsqu'on critique le président de la République, je lui fais voir noir et blanc. Regardez cette critique. Vous en dites quoi?
Et il me dit ce il en pense. Donc voilà, ici ils ont un peu exagéré. Voilà, ici c'est comme ça, voici la réalité. Et je suis au courant de cela. Et lorsqu'il y a une question qui surgit en la matière, je peux facilement et bien défendre le président de la République et mettre en avant sa vision. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il nomme des conseillers en matière de changement de mentalité. On est surpris. Et par vous, je vous demande de dire au président, de demander à ces gens-là d'enlever les fichiers qu'ils ont mis sur 24. C'est quand même une honte. D'écrire sur une affiche, moi, Félix Tshisekedi, je n'ai pas été nommé par un homme, mais j'ai été élu par le peuple, tout ça. C'est une insulte à ce peuple qui s'est battu pour élire Félix Tshisekedi. Parce que pourquoi va-t-il s'expliquer? Mais ça, c'est le changement de mentalité. C'est votre organe dans votre présidence. Alors je me pose, moi, la question, est-ce que ces gens-là ont compris la leçon de changement de mentalité? Est-ce que le président est au courant de toutes ces choses? Le président de la République est briefé assez régulièrement au quotidien. Et je pense qu'à cette question, d'ailleurs, je peux peut-être vous faciliter la tâche, inviter le coordonnateur de changement de mentalité qui peut vous donner des très bonnes réponses. Comment il s'appelle déjà? Monsieur Kangoudia. Je ne le connais pas en tout cas. Jamais entendu parler de lui, je ne l'ai jamais suivi, rien du tout. Je ne connais pas. Il n'y a pas de souci, donc je vais faire le pont pour que vous puissiez le recevoir sur ce plateau, lui poser des questions comme vous êtes en train de le faire avec moi. Oui. J'espère que... Parce que Félix Tshisekedi a dit ceci un jour. Il a dit que, je me rappelle, l'un des indicateurs d'une dictature, c'est lorsque la photo du président se trouve partout. C'est lui qui a dit ça, avant l'élection du président de la République. Ce n'est pas normal que dans une ville, qu'on retrouve la photo du président partout. Ce que ce monsieur veut nous faire avaler, c'est exactement ce qu'on avait refusé à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, sur la RTNC, le visage de Félix Tshisekedi revient toutes les 15 minutes. C'est son visage qui est toujours là. On se pose la question, mais on s'était dit non avec ça, mais pourquoi ça revient sur la question? Est-ce que c'est ça le changement de mentalité ou c'est une continuité? Pourtant, quand lui-même, Félix Tshisekedi, parle, vous sentez que cet homme, le pouvoir ne lui est pas monté sur la tête. Il reste humain, il parle aux Congolais comme si c'était un Congolais lambda. Mais pourquoi son entourage veut faire de lui celui qu'il n'est pas ou qu'il ne veut pas être? Vous savez, moi, j'aime travailler en équipe. J'aime des idées concertées, bien analysées et présentées à l'opinion publique. C'est vrai que ça, c'est un défaut de voir l'effigie du président partout. Ça, c'est vrai. Mais à un certain degré, il y a certains messages pour lesquels l'image du chef fait passer le message à travers les Congolaises et Congolais partout où ils sont, où ils se retrouvent. Mais cela ne doit pas être exagéré. Supposons, je prends un exemple simple. Faisons l'arithmétique. On a par exemple 20 panneaux électriques sur les... On a 24 communes. On a par exemple 24 ronds-points, grands ronds-points fréquentés. Et à ce grand rond-point, il y a de panneaux géants électriques qui font défiler de la publicité. Donc, supposons que sur ces 24 panneaux électroniques, nous avons les visages du président de la République partout. Ça peut poser problème si le message n'est pas le message de la sensibilisation par rapport à un gain qui revient à l'intérêt général. Si c'est un message de faire la promotion uniquement de l'individu, au lieu de faire la promotion de sa vision pour le Congolais, c'est là où il y a ambiguïté. Je ne suis pas élu, je ne suis pas nommé par la volonté d'un homme. À quoi ça sert? Pourquoi écrire ça? On en a besoin vraiment? C'est la raison pour laquelle je ne veux pas trop m'avancer dans des arguments là-dessus. Vous savez que c'est une erreur. Je ne dis pas aussi que c'est une erreur. Moi, je ne veux pas paraphraser, être dans la tête. J'ai mes analyses à moi sur la phrase. Vous avez vos analyses, vous êtes en train de les livrer. Il va falloir inviter le coordonnateur de la coordination de changement de mentalité, M. Kangoudia, qui viendra volontiers répondre à vos questions. Vous êtes un journaliste connu. Vous avez des analyses percutantes et très importantes, des analyses qui intéressent beaucoup de Congolaises et Congolais à travers le monde comme au niveau national. Je ne pense pas qu'il refusera votre invitation, vu que c'est moi qui vous ferai le pont avec lui. Très bien. Le problème, c'est qu'il faut qu'on avance encore une fois. Maintenant, parlons de ce qui se passe à Kinshasa.
En réalité, d'abord, avant d'aller dans ça, j'aime bien m'intéresser de la présidence parce que je me dis que c'est le noyau du développement de notre pays. C'est le noyau, c'est l'axe de gravité de, Tout tous devait tous les commencer électrons. par là. Que devient la communication du président Félix Tshisekedi? Ah, cette question ne va pas nous échapper. Hein. Non, Ça pas va du tout. toujours continuer à nous poursuivre. Pas du Hein. tout, pas du tout. La communication du chef de l'État est en train de fournir le travail nécessaire pour répondre à toutes les critiques qui lui ont été adressées depuis les débuts jusqu'à nos jours. Comment vous expliquez le fait que depuis que Vital Kamerhe est en prison, il n'y a plus un document qui fuite, tout semble être coordonné et ordonné au niveau de la présidence? Coïncidence ou, bon, suite logique de la chose? Vous savez, je ne commenterai pas cela. C'est une observation relevée par les médias, les Congolais. Ça s'est raconté à travers les réseaux sociaux. Quant à moi, je dirais que le travail du cabinet du chef de l'État, c'est de l'accompagner dans sa vision, parce qu'il s'agit de lui, c'est son cabinet privé. Parce que demain, quand il ne sera plus président de la République, ce n'est pas le même cabinet que vous allez retrouver. Ça sera d'autres personnes, et les acteurs, les hommes et femmes au sein de ces cabinets sont tous tenus des devoirs de réserve, et ils sont tous tenus de pouvoir fournir le travail respectable à l'image de l'homme qui est le chef de l'État. Commençons par le premier dossier judiciaire. On arrête Vital Kamerhe, il est mappé. Jusqu'aujourd'hui, ça fait près d'un mois qu'il est toujours en prison. Que dit le président? Parce que vous l'avez rencontré, vous le rencontrez souvent. Qu'est-ce qu'il dit depuis le début? Qu'a-t-il dit? Vous savez, le président de la République, dans les prérogatives de ses fonctions, il est le juge suprême. Il est par son arbitrage, il assure par son arbitrage le bon fonctionnement des institutions. Et il veille à la nette séparation de pouvoir entre le pouvoir existant, l'exécutif, c'est-à-dire présidence de la République, gouvernement, législatif, le Parlement, et puis le pouvoir judiciaire. Et on doit savoir que la justice d'un État, lorsqu'elle est capable d'agir d'une manière indépendante, ça relève et ça rehausse même la valeur et la dignité de cette nation. Tout ça, c'est pour m'expliquer ce qu'a dit le président. Non, tout ça c'est pour vous dire que le président de la République veille à ce qu'il y ait une nette séparation de pouvoir et l'indépendance de cette justice, oui, mais qu'est-ce qu'il a sans dit? pour autant s'immiscer dans les affaires de la justice. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est son proche collaborateur. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, la loi est dure, mais elle reste la loi. Mais cette même loi, c'est-à-dire en droit, elle n'est seulement pas une loi pour certains ou pour l'avantage du ministère public, c'est-à-dire l'État. Elle est aussi pour ceux envers qui le ministère public pointe le doigt. C'est-à-dire, aujourd'hui, M. Vital Kamerhe, c'est un acteur politique chez nous, dans cette République. Ce n'est pas n'importe qui. Il est connu de tous, ici comme à l'étranger. Il y a eu des faits qui lui ont été reprochés. Est-ce que moi, je peux attester ici que ces faits qui lui ont été reprochés sont vrais? Je ne peux pas le dire parce que on met en avant d'abord sa présomption d'innocence dans cette affaire. Le kiff vide un peu petit à petit, quoi. Plus on avance, plus la présomption commence un peu à s'effiltrer et aller dans autre chose. Je voudrais revenir sur ma question. Je la pose autrement. Le président se sent-il concerné dans cette affaire de Vital Kamerhe? Il ne se sent pas concerné dans cette affaire. Il est là pour faire respecter l'indépendance de la justice. C'est ça même le principe pour atteindre le grand objectif de la vision pour laquelle il a été formé, initié, enseigné par le grand maître d'école, Étienne Tshisekedi. Qui lui-même n'a jamais été Wamulumba, président. paix à son âme, d'heureuse mémoire, héros national. Je reviens sur ma question, encore une fois. Savez-vous l'implication d'un directeur de cabinet par rapport, disons, du président de la République dans le travail d'un directeur de cabinet ou vice-versa? Ils sont tellement liés au point qu'on se pose des questions. Comment l'un peut être arrêté sans que l'autre ne soit au courant de tout ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'à l'interne, Félix Tshisekedi reprochait déjà à Vital Kamerhe certaines choses? Ou Félix Tshisekedi était le dernier à être informé de toutes les malversations financières, de toutes les implications, aussi nocives qu'elles soient, de Vital Kamerhe? Les échanges existaient entre les deux personnalités.
à plusieurs niveaux. En tant qu'allié, la relation existe toujours. En tant que collaborateur, directeur de cabinet, il y avait toujours des échanges en la matière. Sauf qu'ici, j'aimerais vous dire que le président de la République, pour bien comprendre cette affaire en justice, je prends un exemple. Monsieur Bossembe, je viens passer un entretien d'embauche avec vous. Vous êtes le responsable de ressources humaines de Vodacom. Vodacom a un directeur général, bien sûr. Je vous enverrai la facture après l'émission, il n'y a pas de problème. Ok, je comprends que c'est de la publicité, mais c'est le seul moyen par lequel je peux bien faire comprendre à l'opinion publique cette affaire. Je passe mon entretien d'embauche, je suis embauché. On m'engage, je dois travailler. On me communique mes tâches au quotidien. Les termes de référence. Ok, donc lorsqu'on me communique mes tâches au quotidien, la responsabilité m'incombe. La personne à qui on a communiqué les tâches à exécuter au quotidien. La manière d'exécuter cette tâche ou ces tâches au quotidien, le DG n'est pas censé être au courant de la manière d'exécuter ces tâches au quotidien. Le DG ne reçoit que de rapports. Parce que dans l'exécution, le DG n'est pas au courant des étapes de l'exécution. Il reçoit que de rapports et des résultats. Vous comprenez? Oui, mais lorsque lorsque ces rapports arrivent, il ne fait que consulter les rapports. Et il y a des rapports qui viennent à gauche et à droite, qui peuvent dire, aller dans le sens positif comme négatif. Et en fin de compte, comme nous sommes dans un État qui a des pouvoirs qui doivent être exercés, l'indépendance de la justice étant garantie, c'est la clameur publique qui a suscité le parquet de pouvoir engager cette affaire et non la présidence de la République. Le président de la République, c'est le patron. Il vous embauche. Il vous communique vos tâches au quotidien à travers, par exemple, son directeur de ressources humaines. L'exécution des tâches qui vous ont été communiquées ne relève pas de la responsabilité quotidienne du chef de l'État parce que lui, en tant que président de la République, il a aussi ses tâches à exécuter au quotidien. D'où il y a nette séparation dans cette affaire existante au niveau de la justice, quand bien même le président est informé de bout en bout de l'évolution de l'affaire en justice. Qui supervise le travail d'un directeur de cabinet? Le président de la République a une panoplie de conseillers et des collaborateurs. Le cabinet du chef de l'État a une autre composante à l'intérieur qu'on appelle service personnel du chef de l'État. Vous comprenez? Il y a des assistants, il y a des conseillers à ce niveau-là qui sont au service personnel du chef de l'État. On a plusieurs assistants, l'assistant Michel Moulumba, l'assistant Paul, Lina Mouvaro et tant d'autres. Je donne juste deux, trois. Ce sont ceux qui sont assez connus. Hein? Ils sont connus même si... Madame Lina est aussi assistante du président de la République. Ce n'est pas de la première dame, non? Elle est assistante du président de la République. Ah, ok, très bien. La première dame a son assistante à elle, qui est connue également. Mais bon, je ne suis pas là pour faire la publicité des noms des uns et des autres. Je connais de qui vous parlez. Elle est très belle aussi, de toute façon. C'est une personne bien et qui Moi, communique je dis bien. qu'elle est belle. On peut passer carrément. C'est un compliment Oui, et un vrai compliment, c'est un compliment pour lequel elle a déjà dit merci, j'espère, lorsqu'elle vous entendra. On passe. Très bien. Alors, aujourd'hui, on parle de Vital Kamerhe. Est-ce que le président craint que son nom soit cité? Posons des questions de façon crue. Le président ne craint rien du tout. Il est imperturbable. Et quand on parle de la boîte à Pandore, est-il gêné qu'on l'ouvre? Écoutez, s'il y a une boîte à Pandore, les gens sont libres de l'ouvrir. Hein, parce que dans ces pays, on a été habitué à plusieurs boîtes à Pandore qui ont été ouvertes d'une manière ou d'une autre et on a découvert ce qui était dans la boîte à Pandore. Des fois, étaient des éléments encablants. Des éléments encablants plutôt. C'est comme certaines boîtes à Pandore qui s'ouvrent au niveau de l'Assemblée nationale également. On en parlera, mais la boîte à Pandore dont on parle, on cite Maman Marthe, la maman du président. On cite Madame Denise qui aurait profité de certains dons de M. Vital
Bon, on cite le frère du président Christian Tshisekedi. Bref, on cite tout un tas de gens de la famille du président. C'est pourquoi la question, est-ce que le président a peur que un membre de sa famille tombe? Mais si je me rappelle, il a fait une vidéo en disant à sa famille que celui qui tombera sur le coup des infractions paiera pour ça. Bon, moi je veux me référer par rapport au combat politique qu'a mené le président Tshisekedi Félix aux côtés de son père avec l'UDPS. Plus de 37 ans de combat dans l'opposition. La famille Tshisekedi a toujours été pointée du doigt dans des affaires pour lesquelles on le créait. Les affaires étaient créées à gauche, à droite, pour lesquelles on n'arrivait pas à trouver des éléments à culpabilité contre cette famille, qui s'en est sortie indemne pendant tous les 37 ans de combat jusqu'à nos jours. Je ne remettrai pas en cause le côté éducatif de cette famille qui a des personnalités, des membres de famille super bien éduqués par le couple Tshisekedi, Papa Étienne et Maman Marthe. Ce sont des personnes qui savent se mettre à leur place. Et je me dis aujourd'hui, si on va tenter de salir la famille Tshisekedi, la première dame, M. Bossembe, les yeux dans les yeux, je vous dis clairement, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à démontrer au peuple congolais que le choix que vous aviez fait n'était pas un choix en vain. C'est-à-dire, on peut facilement séparer le bon grain du mauvais, on peut facilement séparer le pétrole qui sort des échappements d'un paquebot en pleine mer, on peut facilement extraire le pétrole pour éviter que les poissons puissent être contaminés et les oiseaux puissent consommer des poissons, par exemple, contaminés par les éléments de la nature qui n'étaient pas censés être dans l'eau. Jolie métaphore, mais je rentre dans la pratique, et dans la vie pratique. L'UNC estime que Félix Tshisekedi a trahi l'alliance, a trahi l'accord de Nairobi en voulant exclure, un peu comme Kabila l'aurait fait, selon eux, avec Bemba. Félix Tshisekedi fait à son tour, fait ça à Vital Kamerhe. Que dit le président sur ces accusations? D'abord, premièrement, il faut éviter de politiser l'affaire dont le directeur de cabinet du président, qui est excusé pour le moment, dont une autre personne joue l'intérim, qui est en la personne du professeur Désiré Cachemire et Bérande Kolongele, que je salue en passant également. J'aimerais dire ceci. Dans cette affaire, il n'existe pas une connotation politique. Ça, c'est un. Il faut aller parler avec les juges. Ce que les juges reprochent à M. Vital Kamerhe n'a rien à voir avec l'accord de Nairobi qui a été évoqué par certains membres de l'UNC. Bon, vous savez, ils sont libres de s'exprimer, mais il faut faire le raccordement normal. Je ne veux pas dire quelle autre forme de raccordement ils ont fait par respect de leur position vis-à-vis de nous, qui sont nos alliés, parce que je continuerai toujours à respecter ces alliés. Je suis un collaborateur du chef. Tant que le chef respecte cette alliance entre nous, l'UDPS, et l'UNC, à plus forte raison, moi, je ne peux que respecter et aller même plus loin que ça. Donc vous ne l'avez pas, le président ne l'a pas taclé, ne l'a pas évincé pour se faire un bon chemin en 2023. Et même quand on parle de 2023, on est en 2020. Est-ce que la période électorale a été décrétée et convoquée? Mais ça n'interdit pas qu'on puisse se préparer. On peut se préparer. À l'aube du mandat. Donc on peut se préparer, mais lorsqu'on évoque des éléments qui tendent à une campagne électorale anticipée, vous biaisez même la forme de l'exécution, de l'exécutif. Vital Kamerhe était une solution auprès des Fachi ou un problème? Monsieur Vital Kamerhe a joué son rôle auprès du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le conjuguez déjà au passé. Je me répète encore, a joué son rôle aux côtés du président Félix Antoine Tshisekedi. Cela voudrait dire qu'il est directeur de cabinet pour le moment empêché, pour des raisons, des affaires qui le lient en justice. Pour le moment, sa collaboration avec le chef de l'État ne peut passer que par le canal
de nos collaborateurs au sein du cabinet, au sein du gouvernement, le membre de l'UNC. Vous comprenez? Donc, ce n'était pas un problème, ce n'était pas non plus une solution. Je ne peux pas dire que ce n'était pas un problème, je ne peux pas dire que ce n'était pas non plus une solution. Dans la vie, vous êtes trop prudent. Dans la vie... Non, vous êtes trop prudent dans vos réponses. Je suis un communicateur. Si, mais soyez naturel quand même. Je reste naturel. Oui. Un communicateur ne communique pas tout et ne se jette pas en pâture. Pour que demain, lorsqu'on lui fait une reproche, on va dire « tu as accusé tel ». Tu as mal parlé à propos de tel. Moi, je suis très prudent lorsque je viens parler du président de la République, parce que parler du président de la République, vous assumez que vous parlez du président de la République lorsque vous glissez, c'est toute une panoplie de conseillers qui sont sur vous. Est-ce que le président regrette d'avoir embauché ou engagé Vital Kamerhe comme directeur de cabinet? Regret, je ne pense pas. Mais ce sont de circonstances de parcours, et qu'aujourd'hui, il s'avère que le problème en justice a un peu amené une crispation autour de la collaboration, mais cela n'empêche que la République puisse évoluer. M. Vital Kamerhe sera toujours respecté par le président de la République pour son apport, pour sa collaboration avant, pendant et après. Après, ça sera ce que décidera M. Vital Kamerhe et son UNC. S'il est acquitté aujourd'hui, redeviendra-t-il directeur de cabinet du président de la République? Je ne veux pas évoquer l'hypothèse de l'acquittement parce que l'affaire est encore en pleine instruction et je ne peux pas projeter l'image d'un acquittement ou l'image d'une condamnation. Parce que M. Kamerhe a tout un armageddon d'avocats qui sont en train de travailler jour et nuit pour démontrer à suffisance son innocence. La dernière fois que le président a parlé avec Vital Kamerhe, c'était quand? Ça, je ne sais pas. Ça, vous n'avez pas parlé de ça? Je ne pourrais pas vous le dire, même si je peux avoir un brin d'information, je ne pourrais pas le préciser parce que ça sera de la spéculation. Quelle est la nature de leur relation maintenant? La nature de leur relation, elle est politique. Ce qui a fait qu'ils puissent se mettre ensemble, c'était la nature politique. Le contexte leur a obligé de se mettre ensemble pour répondre aux cris grandissants de l'alternance et les changements que demandait le peuple congolais. Comment le président réagit face au comportement des gens de l'UNC? Est-ce qu'il a eu le temps de parler avec eux? On dit que, par exemple, disons, beaucoup de ministres de l'UNC auraient pris le temps d'aller en prison régulièrement, séchant leur bureau, c'est ce qu'on apprend, je ne confirme pas. Ils passent tout le temps là-bas. Est-ce que ça fragilise Fachi? Est-ce qu'il apprend ça? Est-ce qu'il connaît ça? Est-ce qu'il est au courant de ça? J'ai aussi entendu cela. J'ai aussi lu quelque part, dans plusieurs articles, dans des blogs, sur des sites internet et sur les réseaux sociaux. Mais moi, je ne me fie pas à ça, parce que je n'ai pas sondé la profondeur de cette information. La seule chose que je connais, les ministres qui ont l'étiquette UNC le sont lorsqu'ils sont entre eux en réunion UNC. Mais quand ils ont la veste revêtue ministre de la République, ils sont ministres du président de la République. Est-ce qu'ils ont la confiance du président? Sous le pouvoir délégué au Premier ministre. Est-ce qu'ils ont la confiance et le respect du président? Ça, c'est une matière qui relève de son pouvoir discrétionnaire. Je ne saurais dire en qui il a confiance et en qui il n'a pas confiance. Très bien. Le dossier Kamerhe, on va finalement s'arrêter là pour prendre un autre dossier beaucoup plus important. C'est le dossier, est-ce que le temps on aura assez de temps. Le dossier Mukuna. C'est Mukuna, le pasteur, l'évêque Mukuna, qui prend pour fait et pour cause du président de la République, qui veut que le président s'affranchisse de Kabila, qui veut que le président Félix Tshisekedi ait tout le pouvoir qui lui sont garantis par la Constitution, je veux dire tous ces pouvoirs-là. Mais malheureusement pour lui, il se rend compte que le président Fachi a des mains liées. Et donc il commence une campagne en faveur de Félix Tshisekedi. Mais on est surpris, il est en prison aujourd'hui. Est-ce que le président a déjà eu le temps de prononcer quelque chose là-dessus? A-t-il déjà parlé de ça avec vous? Je vais être honnête envers vous. Je lui ai déjà lu les articles de différentes
les différents journaux de la presse écrite au niveau national, en ligne et international, et ce que vous autres aussi relayez à travers l'audiovisuel. Et je lui ai aussi amené mes analyses à moi. Il était beaucoup plus à l'écoute. Il a juste dit, ok, je comprends, merci de cette analyse. Il ne peut pas s'immiscer dans les affaires de la justice. Il n'y a pas deux poids et deux mesures. Si il n'a rien dit sur l'affaire Vital Kamerhe en justice, pourquoi il dira quelque chose sur l'affaire Mukuna en justice? Parce que l'on dit Mukuna défendre, prendre côté la défense du président, défend la vision du président, c'est bien, on applaudit. Mais cela ne voudrait pas dire que parce qu'il est aujourd'hui en prison, que le président de la République doit dire un mot au juge. Non, moi je ne dis pas ou dire un mot tout à la simplement. justice. Non, même pas. Mais le président de la République... Quel est son commentaire à lui? Le président de la République, vous savez, commentaire et mot, c'est deux choses qui sont différentes dans leur explication, mais ça revient au mot. Donc le président de la République sera celui qui est au-dessus pour observer la bonne application de la loi. S'il y a injustice, il a le droit d'être informé de le pourquoi du comment d'une certaine injustice. Et là, l'article 69 de la Constitution va être mis en évidence parce qu'on dit qu'il assure par son arbitrage le bon fonctionnement des institutions de pouvoir public. Il ne va pas quand même laisser une institution de la République ou une partie du pouvoir de la République pouvoir faire des choses dans le sens contraire de sa vision qui est celui de l'avènement d'un état de droit. Donc il n'a rien dit de tel, il a juste dit, ok, je comprends, c'est tout. C'est tout ce qu'il a dit au sujet des Mukuna. Mais c'est tout à fait normal, c'est comme si quand je viens ici, je vous dis, monsieur Christian Bossembe, j'aime beaucoup votre veste et votre cravate couleur rouge, rayée, j'aime bien. Vous me direz quoi? Non, moi je dirais merci parce que c'est une cravate. Mais c'est la même chose. Non, je parle de la liberté de quelqu'un. Je parle ici de la liberté de quelqu'un. Ce n'est pas. On ne dit pas merci, j'ai entendu. Attendez 10 secondes. Non, mais on attends. parle pas de ça. Mais non. Ou vous refusez de nous dire, on comprendra. Je lui amène ça, sinon c'est trop léger. Non, mais attends, quand je lui amène une analyse, il y a des analyses pour lesquelles il peut donner les éléments de langage, des analyses pour lesquelles le président de la République peut, dans son pouvoir discrétionnaire, rester calme et observer et dire ok. Merci beaucoup de cette analyse. Il dit aussi merci pour certaines analyses que certains conseillers et collaborateurs lui apportent et certains assistants. Donc il ne peut que dire merci. Est-ce qu'il a appris que hier, Mukuna a fait une crise en prison? Nous avions tous appris cela. On a entendu tout cela. Et aujourd'hui, dans la presse écrite de ce matin, j'ai lu dans un grand journal, un quotidien connu de tous, qui relate le fait que Mukuna a échappé à quelque chose qui pourrait lui arriver grave, qui pourrait atteindre son intégrité physique. Donc je pense que ce sont des alertes. Le président de la République étant garant de la nation, qui assure par son arbitrage, selon l'article 69 de la Constitution, le bon fonctionnement des institutions de pouvoir public, il est alerté. Certainement, il peut demander à des collaborateurs ou les ministres compétents en la matière, en l'occurrence les vice-premiers ministres, Maître Célestin Tunda Akasende, de pouvoir jeter un œil approfondi là-dessus, voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ce qui est relayé dans les médias et ce qui se dit à travers la clameur publique. On passe à la question de Mukuna, parce que finalement, vous avez répondu et vous avez été bref, on va comprendre ça. Il y a un autre élément important, c'est Ibrahim. Ibrahim Kabila qui surgit et qui étonne tout le monde. Et finalement, il parle de Laurent Désiré Kabila qui serait son père, demandant à Joseph Kabila, l'ancien président, de passer un test d'ADN. Quand le président a appris cela, s'est-il mis à rire? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Et Komé Libango, et Bébé Libango, en fait, qu'est-ce qu'il a dit en tant que président? Et qu'est-ce qu'il a dit, au fait? Comment il a accueilli cette nouvelle? Parce que moi, je vous dis, ça m'a fait rire, moi. Alors, j'imagine le président, qu'est-ce que ça lui a fait? Il a peut-être lu
Mais il n'a rien dit là-dessus. Ah oui, il ne dit toujours rien en fait. Non, il y a des sujets pour lesquels... Non, mais ça, ce n'est pas une affaire de justice, c'est une affaire de famille. Mais non, mais attendez. Ça n'a rien à voir. Vous n'allez pas quand même me pousser à violer le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État lorsqu'il apprécie certaines matières. Mais quand même qu'il a souri un peu, non? Parce que si Étienne Tshisekedi était là, il aurait souri. Lui, il aurait vraiment souri. Je n'ai pas, à ce que je sache, je n'ai pas échangé avec lui en la matière. Ah, d'accord. Je n'ai pas échangé avec lui en la matière parce qu'il y a certaines affaires. C'est comme lorsque vous êtes dans un stade. Il y a une course qui doit commencer, même si vous êtes Usain Bolt. On ne peut pas toujours pronostiquer que tu vas gagner la course parce qu'il y a des compétiteurs qui veulent te battre. Donc, une affaire comme celle-là, le président de la République ne peut pas s'avancer sur certains arguments. Parce que s'avancer sur certains arguments confirmait que si Ibrahim Kabila est le fils biologique de Laurent Désiré Kabila ou pas, c'est comme si vous dites dans le relais 4x100, les Zimbabwe alignés dans le relais 4x100 va battre par exemple les États-Unis. Est-ce que le président avait réellement reçu un membre de la famille de Kabila? Je parle de M. Emmanuel Kabila qu'on a vu avec le président sur la photo. C'est vrai? On n'a jamais reçu, c'était une cérémonie, si je ne me trompe, et on avait vu un Emmanuel Kabila qui était là. C'était le fils de Laurent Désiré Kabila? Ça, je ne sais pas. Moi, j'apprends aussi qu'il y a Emmanuel Kabila. Je connaissais Étienne Kabila, pas physiquement, mais c'est la personne qui s'était beaucoup plus fait entendre dans le temps, qu'on connaît, Étienne Kabila. Et après, on est venu voir qu'il existe Emmanuel Kabila et qu'il existe Ibrahim Kabila. Vous savez, on est dans un état de droit. On ne peut pas refuser quelqu'un le droit de réclamer une certaine paternité, attache biologique à une certaine personne, X ou Y. Si lui estime qu'il doit demander le test d'ADN, il n'y a pas de problème. On peut aussi dire que lui-même aussi donne le test d'ADN qui prouve qu'il est fils de Kabila. Lui, il est prêt. En tout cas. Lui, il est prêt à l'entendre parler, il est prêt à l'entendre dire. Il le dit clairement qu'il est le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que c'est à moi de remettre en cause la paternité, pas vous, mais au président, la paternité de Laurent Désiré Kabila vis-à-vis de l'ancien président Joseph Kabila? Non, ça ne relève pas de moi. Et ça ne relève même pas du président de la République, parce que ce sont des affaires de famille. Alors lui ne va pas même... Déjà, lui ne s'immixie pas dans des affaires d'autrui. Il s'immixie dans des affaires de la République, pour lesquelles il veut que le Congolais puisse avoir ce qu'ils veulent, la raison pour laquelle il a été élu président. Aujourd'hui, il y a une discussion, on va terminer avec Ibrahim. Il a dit que le président lui aurait sauvé la vie. C'est ce qu'Ibrahim dit dans une vidéo. Il aurait. Non, pas il aurait, il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit que merci beaucoup à Fachi, il m'a sauvé la vie. Le contexte dans lequel il a dit merci beaucoup à Fachi parce qu'il m'a sauvé la vie, c'est par rapport à l'état de droit, par rapport à cette indépendance de la justice que le président de la République est en train de mettre en avant. C'est la raison pour laquelle M. Ibrahim Kabila a dit merci à Fachi. Non, ce n'est pas Fachi la personne, mais c'est l'État que Fachi a mis en place. Cet État qu'il a arrêté sans mandat, qu'il a mis au Niouf, qu'il a pris toute la journée, et c'est à ce même État qui va reverser la soirée, quoi. Et vous voulez qu'on croie en ça? Mais si, vous devez croire en ça. Parce que le président de la République est le bon garant du bon fonctionnement de la Constitution et des institutions de la République. Il n'a pas cautionné cette injustice, il n'a pas cautionné cette barbarie. C'est l'État des droits qui n'a pas cautionné cette soi-disant injustice. Comment ou ça, injustice. Mais c'est ça, non? Non, je vais dans le deux sens. Non, il n'y a pas de deux sens. Le monsieur, le parquet est clair sur la question. Le mandat n'était pas là. On a pris le gars à Kabambar, on l'a cueilli dans une voiture. Quand je dis soi-disant injustice, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas vrai ou c'est faux. Moi, je dis clairement, c'est par rapport à l'état de droit, je dis bien c'est par rapport à l'état de droit, que M. Ibrahim Kabila a remercié le chef de l'État parce que c'est lui qui incarne l'unité et la souveraineté nationale. Bien entendu, l'application de l'État de droit. Très bien, je crois l'impression que vous êtes rodé et vous êtes aujourd'hui, vous êtes assigné le pouvoir de ne pas sortir de mes questions, de ne pas répondre à mes questions directement. Je réponds à vos questions, vous connaissez, j'ai l'habitude de répondre à vos questions. Je comprends. Je vous donne la forme et le fond. Non, la prochaine émission, franchement, je viendrai outillé de la même manière que vous. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on utilise des armes non conventionnelles.
on va, on va utiliser ça prochainement. On va utiliser. Je prends ça aujourd'hui. Je prends ça pour moi aujourd'hui. Monsieur Mossembe, tu as une revanche aujourd'hui. Non, je reconnais votre talent, je reconnais votre qualité percutante, mais comprenez que je communique pour le chef de l'État. Je comprends. C'est pourquoi je comprends. Je dois très bien me réveiller pour communiquer pour le chef de l'État. Je comprends que là, vous avez pris toutes les dispositions pour ne pas percevoir mes coups, mais il n'y a pas de problème. Je reviendrai l'autre jour avec des armes, cette fois-là non conventionnelles, parce que vous l'avez utilisé aujourd'hui. Alors, il y a un problème, ça fait 2 mois que l'armée zambienne semble poser ses jalons sur la RDC, en RDC on va dire, et personne n'en parle au fait. Alors, je voudrais savoir, ils ont profité sur la question du Covid, comme les gens sont terriblement concentrés sur la question, pour infiltrer les sols congolais. Que dit le président? Est-ce qu'il est au courant de la question? Est-ce qu'il a pris des mesures pour mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes-là? Je peux ici vous garantir avec certitude que le commandant suprême, chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend ce problème à cœur et il y travaille régulièrement. Il a les ministres en la matière, Madame Ntumba, qui est la personne que le président a mise en avant pour une diplomatie, parce qu'il croit beaucoup plus en la diplomatie. D'abord, j'aimerais dire ceci, ce territoire-là est un territoire congolais, parce qu'il existe un accord entre l'ancien président jadis du Zaïre, aujourd'hui Congo, je voudrais dire Mobutu, et l'ancien président de la Zambie de l'époque, Kenneth Kaunda, qui reconnaissait dans un accord clairement, d'une manière très explicite, l'appartenance de cette partie du territoire à la République démocratique du Congo. Ça, c'est d'abord le premier élément. Le deuxième élément, nous avons des bornes. Nous avons des bornes qui ont été placées aux abords de la frontière qui démontrent clairement que cette partie nous appartient. Vous êtes journaliste, allez consulter l'Institut national géographique de la République et ils vont vous confirmer ce que je suis en train de dire. Troisièmement, en termes de légitime défense, la République démocratique du Congo est bel et bien prête à défendre son territoire. Mais prenons en compte le contexte actuel du chef de l'État. Il est premier vice-président de l'Union africaine en exercice. L'année prochaine, il devient le président de l'Union africaine. Vous vous imaginez, lui qui prône souvent le dialogue, qui met toujours la diplomatie en avant, arriver à la tête d'une telle organisation avec un conflit armé dans la région entre son pays et un pays voisin. Mais les autorités zambiennes refusent. Certainement. Les autorités zambiennes disent qu'ils n'ont pas envoyé les gens là-bas, c'est pas eux. Non, mais écoutez-moi, même si les autorités zambiennes sont en train de nier cela, la présence prouve à suffisance que ce sont des éléments de l'État zambien. Mais dans le cadre de la légitime défense, le président de la République est prêt à tout moment de défendre l'intangibilité des frontières de la République. Qu'il le fasse parce que ça fait 2 mois. Et on parle de 15 km, c'est pas quand même... c'est comme si on parlait des 2 km ou 100 mètres. Non, mais c'est 15 km et certains villages... on a beaucoup de villages dans 15 km, c'est quand même assez grave. Non, mais je comprends, mais j'aimerais vous dire par ici qu'il y a beaucoup de choses impliquées dans cette affaire pour lesquelles ceux qui ont la compétence, qui ont les mandats d'en parler et d'y faire face, sont habilités à faire des rapports pour lesquels le président doit prendre en compte. Quant à nous autres, nous venons en complémentarité d'éléments qui permettent à ce que cette situation puisse être résorbée. C'est-à-dire, le président de la République ne peut pas engager la République dans une guerre frontale maintenant, pensant aux vies humaines congolaises, parce que ce territoire est un territoire congolais. Il met la diplomatie en avant. Il y a des pourparlers très avancés entre les deux nations. Ça, je vous le garantis. On nous apprend qu'à l'est de la République, certains groupes armés seraient prêts à déposer les armes, mais à condition qu'ils aient un tête-à-tête avec Fachi. Vous savez, on ne peut pas aussi obliger un président de la République d'avoir un tête-à-tête avec des personnes qui se sont jetées en pâture dans des actes qui ont posé des problèmes à la République, pas forcément
qu'ils doivent rencontrer les présidents de la République. Ils peuvent rencontrer ceux qui ont été mandatés par le président de la République en présence, par exemple, d'une organisation internationale comme la MONUSCO pour démontrer que le président de la République a accepté de dialoguer avec eux par personne interposée. Ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance. Ils se disent que ces gens-là qui font l'intermédiaire ils n'amènent pas l'information comme il faut. Et puis quand le président essaie de donner ces éclaircissements, ces gens-là amènent une autre information. Ces gens-là ne sont plus. Ils n'ont plus confiance. Vous savez, la République a souvent, chaque pays a, vous savez, un État a souvent 4 types de menaces. Un État fait face à 4 types de menaces. À moins que je n'oublie les 4 types de menaces, je peux quand même tenter de les rappeler. On a le terrorisme, le sabotage, la subversion et l'espionnage. Tous les pays du monde s'espionnent. Ça, c'est connu. À proximité comme à distance. À chaque pays des s'outiller pour faire du contre-espionnage par rapport à l'espionnage dont il est victime de l'autre. 2. Est-ce que nous avons des actes de sabotage au sein de cette République pour saper l'action du chef de l'État? Ne nous voilons pas la face. Oui. Ça s'est fait. Et au niveau des fois institutionnel, et au niveau beaucoup plus particulier, dans des secteurs connus de la République, comme l'Est que vous êtes en train d'évoquer. Est-ce qu'il y a des actes de subversion? Pour le moment, je ne peux pas m'avancer sur ces terrains-là, qu'il y a peut-être un complot des officiers pour renverser le chef de l'État. Là, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je ne peux pas confirmer et je ne peux rien dire là-dessus parce que je n'ai pas de preuves. Il n'y a même pas peut-être une histoire pareille. Est-ce que la République démocratique du Congo fait face au terrorisme? Oui. Vous savez, un terroriste, même s'il s'est converti aujourd'hui, mais les terroristes gardent toujours les séquelles en lui pour pouvoir rebondir à tout moment. Et quelle est la position du président pour terminer? Parce qu'on est arrivé à la fin. Quelle est la position du président sur la question de la Zambie? Sur la question de la Zambie, d'abord, en matière de défense nationale, il y a un très fort renforcement de nos capacités sécuritaires dans ces secteurs-là. Le ministre de la Défense, comme le ministre délégué à la Défense, ce sont des personnes compétentes en la matière pour en dire plus au président de la République. Et au niveau de l'Est, le président avait déjà donné les pistes de solutions pour retrouver la paix au niveau de l'Est de la République. C'était 3 pistes: dialogue régional, dialogue communautaire, renforcement de nos capacités. En ce moment, on doit encore renforcer nos capacités pour éradiquer le problème, identifier le centre névralgique qui sont ceux qui tirent les ficelles au niveau de ce conflit, au niveau de l'Ituri, au niveau de l'Est de la République. Certainement, on comprend que cette partie de la République est toujours malade parce que aussi cette partie de la République renferme les éléments de la convoitise de tous. Hein. Que dit le président sur le Covid et qu'est-ce qu'il a dit au peuple congolais? On s'arrête là aujourd'hui. Le président de la République est satisfait en général de la situation sur la gestion du Covid, quand bien même il y a certains points qui fâchent la République, que lui-même, personnellement, a eu à adresser en plein Conseil des ministres et les comptes rendus du gouvernement l'attestent. Le compte rendu du gouvernement l'atteste et le dit clairement. Cette affaire de trafic de morts, de décès, une personne qui meurt d'une mort naturelle, qui, à la grande surprise de la famille, viennent découvrir que non, la cause de son décès est une cause liée au Covid. Ça, le président de la République ne cautionne pas. Et il a demandé qu'une enquête puisse être diligentée et qu'un rapport circonstancié et détaillé puisse lui être présenté par le ministre sectoriel en la matière. Merci beaucoup, Félix Kabala. Je rappelle que vous êtes le communicateur du président de la République, chargé de la revue de presse. Merci à vous, merci d'avoir répondu à toutes les questions, merci d'avoir pris la place du président de la République et de nous donner ces informations. On est très d'accord avec, mais je vous promets... Non, je ne prendrai jamais la place du président de la République. Je me soumettrai à la volonté de communiquer pour lui. Très bien, il n'y a pas de problème.
Je vous réserve. Vous le prenez pour vous. Je le prends, je prends pour moi. Ne vous en faites pas. Je vous préserve une autre émission. Cette fois-là, revenez bien chargé comme aujourd'hui. On va échanger à armes égales. Non conventionnel, ne vous en faites pas. Mesdames et messieurs, ça a été un grand plaisir de vous retrouver au cours de Face à Face. Je vous retrouve donc déjà demain, prochainement, peut-être demain, pourquoi pas, avec un nouveau numéro. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana, shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga moka kuleka kitoko, na kinyabana kungo, toye mali, toye bolonde ne ya lisa.